Bonjour, nous sommes le 20 mars 2025. Ça fait 2 ans et demi, je viens de vérifier, que je n'ai pas fait de vidéo dans la série Books I Borrow. Alors Books I Borrow, c'est une des séries donc les plus irrégulières, voire les plus rares de ma production sur ce vlog, Tanner45. L'idée au départ, et c'est pour ça que ça s'appelle Books I Borrow, c'est en anglais, l'idée au départ c'était de faire une sorte de compagnon, série d'accompagnement à la série Je rends des livres. Alors dans Je rends des livres, je raconte un petit peu, je parle un peu des livres que j'ai empruntés à la BU avant de les rendre, et donc je parle de livres que j'ai lus ou parcourus ou utilisés pour mon travail. Dans la série Books I Borrow, j'avais commencé, et au départ c'était avec des livres en anglais principalement, c'est pour ça qu'au début les premières vidéos étaient en anglais. On y reviendra peut-être d'ailleurs à un moment donné, je ne sais pas trop, c'est un projet de longue haleine, ça fait 9 ans maintenant que je tiens cette chaîne vidéo, donc il peut encore se passer pas mal de choses. Donc là l'idée un petit peu c'était de parler des livres juste après les avoir empruntés. Alors aujourd'hui je vais tricher un petit peu parce que les livres dont je vais vous parler, il y en a certains que j'ai récupérés hier, et puis il y en a que j'ai récupérés vendredi dernier, bon ça fait 6 jours, mais je ne les ai pas encore ouverts. Donc on est quand même dans l'idée principale de la vidéo. Alors, il y a une grosse pile de livres que j'ai donc emprunté, fait sortir des magasins de la BU il y a donc 6 jours. Et ils sont liés au projet dans lequel s'inscrit mon congé sabbatique actuel. Et dont je vais peut-être un petit peu parler aussi. Et donc c'est pour dire que, en fait, ces vidéos, Books I Borrow, je ne les fais jamais. En fait, je pourrais les faire systématiquement, en fait. Je pourrais, dès que je sors de la BU avec des livres que j'emprunte, aller dans mon bureau, me filmer, même avec mon téléphone, même avec une qualité de son ou d'image pas terrible, histoire de le faire systématiquement. Bon, on l'a bien vu, je ne le fais pas systématiquement, je le fais même quasiment jamais. Bon, là, la raison pour laquelle je veux le faire, c'est aussi pour parler de ce projet. Alors, le projet dans lequel je suis engagé maintenant en termes de travail personnel, de recherche, depuis septembre en fait, j'ai commencé vraiment à travailler dessus, donc ça va faire 7 mois. C'est un projet assez complexe qui risque d'être de longue haleine, qui va peut-être donner lieu à quelques articles, peut-être à un livre, peut-être à plusieurs livres. Je ne sais pas très bien ce que ça va donner, mais j'ai déjà beaucoup avancé dans les lectures, les relectures, et dans le début un petit peu de la théorisation et du cadrage. Mais grosso modo, il s'agit de travailler sur des textes de 2 écrivaines ghanéennes, Ama Ata Aidoo, mais encore plus une écrivaine ghanéenne moins connue qu'Ama Ata Aidoo, Ama Darko. L'idée de départ étant de travailler sur les 3 premiers romans d'Ama Darko, et en particulier, et c'est là où pour l'instant mes recherches calent, sont à l'arrêt en quelque sorte, parce que j'ai vraiment retourner en tous sens le web et pas que le web. Mais Ama Darko, c'est une écrivaine qui a publié ses 3 premiers romans écrits en anglais alors qu'elle était en Allemagne, alors qu'elle vivait en Allemagne. Elle a vécu une quinzaine d'années en Allemagne entre l'âge de 20 et de 35 ans, grosso modo. Elle a donc publié ses romans en traduction allemande. Elle a trouvé un éditeur allemand pour la traduction allemande, qu'elle n'a pas faite elle-même. La traductrice s'appelle Anita Jaffari, et ces 3 romans ont été publiés dans les années 90. Alors le premier roman, Beyond the Horizon, a été ensuite publié en anglais chez Heinemann. Donc ça veut dire que le fait qu'elle ait trouvé un éditeur pour la traduction allemande lui a permis de se faire publier en anglais, et après dans les années 2000-2010, elle a publié tous ses romans en premier en version originale en anglais. Mais, et c'est là où c'est super intéressant, moi je trouve ça super intéressant, mais j'ai l'air d'être le seul à trouver ça intéressant, c'est que le 2e et le 3e roman, alors dans le titre anglais Cobwebs et Stray Heart, n'ont été publiés qu'en traduction allemande et n'ont jamais été publiés en anglais. Or, depuis septembre, ce que j'essaie de faire, c'est de chercher où peuvent bien se trouver les textes de ces romans inédits, qui sont donc à l'état de manuscrits inédits, et deuxièmement, essayer de trouver Ama Darko elle-même, qui théoriquement n'est pas morte, n'a pas disparu, mais en fait elle a vraiment disparu parce que j'arrive pas du tout et j'ai vraiment échangé maintenant des mails avec une bonne vingtaine d'éditeurs, de traducteurs, traductrices, au Ghana, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, des universitaires, des chercheurs, chercheuses. Personne n'a la moindre idée de ce que sont ces textes, et en fait ce qui m'a vraiment étonné en commençant à vraiment approfondir mes recherches, c'est qu'il y a
beaucoup d'articles publiés sur Ahmad Arco, il y a 2 ou 3 volumes d'essais consacrés à Ahmad Arco, mais quasiment aucun de ces chercheurs, des gens qui ont fait des thèses sur Ahmad Arco, moi c'est pas du tout une écrivaine dont je suis spécialiste, là je suis en train vraiment de rentrer dedans, quasiment aucune des thèses écrites sur Ahmad Arco ne mentionne ces 2 romans dans le corpus d'Ahmad Arco. Alors moi je veux bien qu'on puisse pas lire l'allemand, bon, moi il se trouve que l'allemand c'était ma LV1, donc ça m'est plutôt facile, mais je veux bien qu'on puisse pas lire l'allemand, mais faire comme si ces textes n'existaient pas du tout, ne même pas mentionner le fait qu'on ne les inclut pas dans son corpus parce qu'on ne peut pas les lire et qu'on n'a pas eu accès au texte anglais, c'est autre chose. Et puis je pense que si cette curiosité minimale, même cette honnêteté minimale des chercheurs-chercheuses depuis 20 ans s'était exprimée, en fait les textes anglais, ça y est, on saurait à peu près où ils sont. Ils auraient... Enfin, j'ai l'impression vraiment d'être la première personne à m'intéresser à ces textes. Bon. Et c'est une écrivaine importante. Et surtout, puisque j'ai relu là, et retravaillé en détail les traductions allemandes, c'est la seule chose que j'ai, ces textes sont vraiment super intéressants. Donc il y en a un des 2, c'est un excellent roman, c'est peut-être un des meilleurs romans d'Ahmad Arco. Je parle là de Stray Heart. Je trouve Cobwebs un petit peu plus lourd par certains côtés, un petit peu plus pesant, mais ça reste un texte très intéressant. Bon. Voilà, donc ça c'est tout mon... Alors ça c'est une partie de mon projet de recherche qui porte là-dessus, qui va donc porter sur les questions de traduction, de circulation des textes, de plurilinguisme, parce que ce sont des textes qui sont nourris d'un très grand nombre de langues, il y a des contacts de culture, je veux travailler sur l'allemand, sur la place de l'Allemagne, parce que l'Allemagne elle est fictionnalisée, elle est représentée aussi, l'immigration en Allemagne, la diaspora ghanéenne en Allemagne, et c'est là où Amahata Aïdou et Ahmad Arco vont se rejoindre, bon tout ça c'est représenté. J'ai pas commencé à parler des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, mais il faut pas me lancer sur mon sujet de recherche, je suis un peu intarissable, je suis désolé. Et donc je vais aussi travailler sur Patrice Nganang pour une autre raison, qui est que la trilogie, là encore en quelque sorte, 3 romans, la trilogie de Patrice Nganang publiée entre 2011 et 2018, publiée en français, la langue originale d'écriture c'est le français, mais elle a été aussi traduite en anglais américain et en allemand. Il se trouve, et je vais d'ailleurs bientôt me rendre à Princeton aux États-Unis pour aller un petit peu consulter les archives personnelles de Patrice, tout ou partie de cette trilogie a d'abord été écrite en anglais par Patrice. Et notamment Mont Plaisant, le premier livre de la trilogie, aurait fait l'objet, et a fait l'objet, et c'est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans les remerciements qui se trouvent à la fin du livre, dans l'édition de 2011, en français évidemment. Et donc il y a une première version en anglais qui est, voilà, et Patrice m'avait dit, mais oui, viens chez moi, je t'ouvre mes archives, tu pourras travailler là-dessus. Donc voilà, donc là je travaille encore, et il se trouve que dans cette trilogie, qui est une trilogie autour de l'histoire du Cameroun au XXe siècle, l'histoire coloniale et post-coloniale du Cameroun, il est question beaucoup aussi d'Allemagne, et la langue allemande est présente dans ces textes-là. Voilà, donc ça c'est pour montrer que quand même il y a des points communs, mais c'est aussi un projet qui part un peu dans tous les sens malgré tout. Bon. Et donc, une des choses que je n'ai pas encore vraiment commencé à faire sérieusement pour ce projet, et pour lequel, et en fait, cette partie du travail, je dois profiter vraiment de mon sabbatique pour le faire, c'est la bibliographie sur tout ce qui relève de la traduction. Et donc j'ai commencé à lire un certain nombre de trucs, j'ai téléchargé des articles, j'ai téléchargé des livres, j'ai commencé à lire pas mal de choses, mais il faut que je fasse de la bibliographie systématique. Et c'est pour ça qu'on se trouve dans Books I Borrow à parler de ma bibliographie systématique, ou du fait que là je rentre dans une phase de ce projet où je vais faire de la biblio systématique sur la question de traduction. Et donc, eh bien, je vous présente juste les livres que je vais lire ou parcourir. Avec à chaque fois le petit papillon, la petite fiche A6 de réservation. Un ouvrage collectif, Migration, exil et traduction, sous la direction de Bernard Banoun, Michaela Anderle-Ristori et Sylvie Lemoel. Ce sont des collègues en fait. Bernard Banoun a longtemps été un collègue ici, Michaela a pris sa retraite il n'y a pas longtemps. Et c'est un volume publié aux presses universitaires François Rabelais, alors c'est vraiment autour de l'espace francophone et germanophone, et ça date de 2011. Un essai sur la traduction de Mireille Gansel, Traduire comme transhumer, et Mireille Gansel, c'est une traductrice qui traduit de l'allemand et du vietnamien, donc je suis persuadé qu'il va y avoir des choses intéressantes à prendre dans ce livre. Un classique que, l'avouerai-je à ma courte honte, mais je l'avoue, je n'ai encore pas lu, mais celui-là, évidemment, il va évidemment être
dans la réflexion autour du projet, Traduction et violence de Tiffaine Samoyo. The Native Speaker, Myth and Reality, alors là qui est plutôt un essai sur les questions du concept de langue maternelle, d'autochtonat, etc. Et donc voilà, je veux regarder ça un petit peu parce que toutes les auteurs-autrices sur lesquels je travaille écrivent dans une langue qui n'est pas a priori la langue pour laquelle ils sont considérés comme autochtones. C'est pas leur langue maternelle, on va dire, si tant est d'ailleurs qu'il n'y en ait qu'une seule. Mais il y a ça aussi qui m'intéresse, évidemment. C'est un des aspects. Hein, mon projet, globalement, on peut comment dire, lui assigner quand même quelques mots-clés. Plurilinguisme, interculturalité, traduction, Allemagne, c'est-à-dire en fait triangulation de la question postcoloniale au Ghana et au Cameroun avec l'Allemagne et la langue allemande. Bon voilà, The Native Speaker, Myth and Reality, un essai dont je n'avais jamais entendu parler, Irena Kristeva, je ne sais pas si c'est... Bon, elle est bulgare visiblement, je ne sais pas si c'est la famille de Julia Kristeva, pour comprendre la traduction, ça c'est chez l'Harmattan, 2009. Un volume qui doit être collectif, critique et plurilinguisme, texte réuni par Isabelle Poulain aux éditions de la SFLGC, Société Française de Littérature Générale et Comparée. Et ça date de je sais pas quand, je sais pas, ça n'est pas marqué dessus. C'est aux éditions Lucie, c'est très étrange ce livre, septembre 2013. Alors j'ai arrosé large, j'ai vraiment commandé mais tout ce qui pouvait se rapprocher de mon travail. Il y a par exemple un article d'une certaine Myriam Suchet sur l'hétérolinguisme comme posture critique dans l'œuvre de Nathanaël, les plurilinguismes de l'autre, autotraduction, qu'est-ce que je vois comme mots-clés, lire un texte effacé, la critique des œuvres traduites par Yves Chevrel. Bon, la recherche comparatiste et l'utopie linguistique, ça c'est l'introduction d'Isabelle Poulain. Non, il va y avoir des choses à aller chercher là-dedans, c'est certain. Critique et plurilinguisme. Le genre en traduction, alors ça c'est aussi une grande question parce que ça se pose beaucoup dans cette circulation français, allemand, anglais et puis surtout avec les langues non européennes qui sont très présentes qui sont présentes vraiment de façon sous-jacente, voire parfois elles affleurent, plus d'ailleurs chez Nganang que chez Darko, mais enfin ça affleure quand même. Le genre en traduction, identité culturelle et politique de transmission de Sherry Simon ou Sherry Simon, je sais pas comment Sherry Simon, je sais pas. Oui, c'est Sherry Simon, et c'est traduit en fait par Corinne Auster. Donc là, on est effectivement sur une traduction de 2023 d'un ouvrage Gender in Translation de Sherry Simon. Bon, je prends tout ce qu'a à la bibliothèque. Vous voyez, s'il fallait que j'achète tout ça, je finirais assez vite à la rue. Zone de traduction pour une nouvelle littérature comparée de Emily Apter. Là aussi, traduit de l'anglais par Hélène Quignou, c'est chez Fayard, et donc c'est la traduction d'un livre en anglais, dont le texte original est anglais. Donc il n'y a pas le titre, pour un ouvrage sur la traduction lui-même traduit, ne pas avoir le nom de la traductrice sur la couverture et ne pas trouver facilement le titre original, c'est le comble. On ne trouve pas, on ne sait pas. C'est étrange. Bon, là, à chaque fois que je feuillette, je me dis, oh là là, ça a l'air... Je les ai pas ouverts, ces livres encore. Je les ai commandés, sur titre, en quelque sorte, mais je les ai pas ouverts. À chaque fois que j'ouvre, là, je me dis, oh là là, j'ai envie de citer ça, j'ai envie de tout lire. Donc, ça veut dire que je suis pas tombé trop mal, visiblement. Le double en traduction, ou l'impossible entre deux, ça c'est dans la collection Traductologie des presses universitaires d'Artois, études réunies par Michael Mariol et Corinne Weckstein, c'est un ouvrage de 2011 et il se trouve que je l'ai notamment emprunté parce que les deux collègues qui ont dirigé cet ouvrage, Michael Mariol et Corinne Weckstein, ils sont les auteurs avec une troisième personne dont le nom m'échappe, d'un excellent manuel de traductologie anglais-français que j'utilise dans mes cours de L3 notamment. Dérives et déviances sous la direction de Corinne Dubois. Et là on est 2005, aux éditions Le Publieur. Bon,
Et là, on n'est pas vraiment sur... ouais, c'est plutôt sur les questions de linguistique et de créolisation, en fait, qu'il va y avoir probablement des articles intéressants. Il se peut tout à fait que dans certains de ces livres, je les parcours, et il y a un article qui m'arrête à peu près, et c'est tout. Ah, un livre dont je dis régulièrement du mal, mais dans lequel il faut quand même que je me replonge, qu'il faut que je retraverse à l'aune de mon projet, Éloge de la traduction, compliquée l'universel, de Barbara Cassin. Bon, moi j'aime pas du tout Alors, il y a deux choses que je n'aime pas. Je n'aime pas beaucoup le travail de Barbara Cassin, qui est un travail de philosophe très général sur la traduction, qui ne s'intéresse quasiment pas à la matérialité textuelle des traductions. Ça, c'est quand même extrêmement problématique. Donc, c'est extrêmement général, etc. Donc, je veux juste vérifier, parce que je l'ai lu à sa sortie il n'y a pas loin de 10 ans, donc je veux juste revérifier que ça me paraît toujours aussi superficiel et fumeux. Bon, ça, c'est évidemment par honnêteté intellectuelle que je veux revoir ça. Et puis, et si ça se trouve, j'ai trouvé ça très bien. Donc, il faut revenir sur les textes qu'on n'a pas trop aimés. Non, la chose qui m'agace le plus, c'est la manière dont on présente Barbara Cassin comme la grande spécialiste de la traduction en France. Et là, pour le coup, vu sa méthodologie, ça n'est pas acceptable. François Host, Traduire, défense et illustration du multilinguisme. Là, c'est un livre 2009, chez Fayard, qu'on a déjà vu. Alors, vous constatez qu'il y a beaucoup de livres en français, parce que les livres en anglais, je les ai plus téléchargés. Et puis, il va falloir que je fasse de la bibliographie en allemand aussi, sur ces questions-là, sur la Forschungstheorie, sur tout ce qui est le lien entre Übersetzung, entre l'Übersetzen, entre la traduction, et puis tout ce qui est esthétique de la réception aussi. Bon, là, il y a plein de choses à aller chercher. Je n'ai pas commencé encore à ouvrir ce pan du tableau. Littérature migrante et traduction, donc là évidemment le titre m'a vraiment accroché, publié aux presses universitaires de Provence en 2017 sous la direction d'Alexinus, Christelle Pinsonna et Fried Rundriner. Donc là, il a été gribouillé par un précédent lecteur, ça m'agace. Il est en très bon état, mais les deux premiers articles ont été gribouillés, j'aime pas ça du tout. C'est un manque de respect pour les lecteurs et lectrices suivants, je trouve ça hallucinant. Bref, littérature migrante et traduction. Et enfin, dernier livre des livres que j'ai fait venir, le catalogue d'une exposition qui a eu lieu au Mucem, sous la direction de Barbara Cassin, on n'y échappe pas, et ça s'appelle Après Babel, traduire. Parmi les choses qui m'agacent profondément, l'utilisation de Babel comme une sorte de catchword, comme ça, de petits mots-clés faciles pour montrer sa culture, pour montrer dans quoi s'inscrit l'histoire de la traduction et des problématiques de traduction. Bon, ok, George Steiner l'a fait, on peut s'arrêter maintenant, on peut s'arrêter de ramener toujours la traduction à Babel et de faire des podcasts sur la traduction, des émissions sur la traduction dans laquelle on parle du Babel des langues, ça me saoule, bon bref. Mais bon, en l'occurrence, ce catalogue d'expo m'intéressait vraiment. Et je n'ai pas tout à fait fini, et je finis mon thé en revanche. Je n'ai pas tout à fait fini avec les livres que j'ai empruntés, parce que je suis embarqué, et ça c'était pas prévu au moment où j'ai demandé un CRCT, et c'était même pas... CRCT, j'ai déjà employé ce mot, ça veut dire congé de recherche et de conversion thématique. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Ça veut rien dire en fait, conversion thématique. C'est vraiment du jargon pur, peu importe, c'est un sabbatique pour recherche. Voilà. J'ai 6 mois au cours desquels je ne suis pas obligé de faire cours, de faire passer des examens, de corriger les copies, etc. pour pouvoir me consacrer intégralement à la recherche. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc ça, c'était pas du tout dans mon projet de CRCT, parce que ça fait qu'1 mois et demi que ça s'est décidé, mais je vais beaucoup travailler sur Ananda Devi, alors pas du tout dans la perspective de ces questions de traduction, diaspora et plurilinguisme. Et donc, j'ai fait venir par le prêt entre bibliothèques, et ça c'est quelque chose d'extrêmement précieux aussi, des ouvrages qui sont arrivés hier. Alors il y en avait 2 que j'étais obligé de consulter sur place, donc je les ai lus sur place, dans la salle de la BU. Donc c'était très, très intéressant, assez émouvant d'ailleurs, parce que ce sont des textes assez rares. Il faut savoir que si j'ai fait venir ces livres par le prêt entre bibliothèques, c'est qu'ils ne sont pas à la BU de Tours, mais la plupart d'entre eux n'étaient que dans une seule bibliothèque. J'ai notamment fait venir le volume, le recueil de nouvelles publié par l'ORTF en 1973, et dans lequel on trouve le premier texte publié d'Ananda Devi,
à l'âge de 15 ans, un texte qu'elle a écrit à l'âge de 13 ans. C'était très émouvant de lire ça comme ça, donc je l'ai lu. J'ai pris des notes, j'ai même pris en fait des photos, j'ai vraiment pris des photos de tout le texte, ça fait une quinzaine de pages. Bon. Et donc il y a des livres que j'ai fait venir par le PEB, d'un certain nombre de bibliothèques, et que j'ai eu le droit d'emporter chez moi, donc ça c'est bien. Une thèse soutenue, je crois, à l'université de Nottingham, Locating Hybridity de Ashwini Kishnaredi, et le sous-titre Creole Identities and Body Politics in the Novels of Ananda Devi. Donc là, on est, voilà, c'est un ouvrage que j'ai fait venir de la BU de Lyon-Diderot. Donc j'ai pas eu besoin de me déplacer à Lyon, c'est l'avantage du PEB. Et donc c'est une thèse de 2015, c'est un ouvrage de 2015 publié chez Petalang. Un ouvrage collectif que j'ai commencé en fait à parcourir, hein, un hors-série double de la revue Mosaïque, ça date de mai 2017, Espace, mémoire et savoir dans la fiction d'Ananda Devi. Ça c'est... je cherche... La maison, ouais, Université de Marona. J'arrive pas à comprendre. Bon, c'est les éditions des archives contemporaines, revue Mosaïque. Bon, voilà. Revue transdisciplinaire du département de la langue française et littérature d'expression française de l'école normale supérieure de l'université de Maroua. Qu'est-ce que j'ai dit Marona. Ah oui, vous voyez pas bien le U. Maroua au Cameroun. Suis-je bête? Ça a l'air très bien. Un autre livre en anglais qui est une thèse là aussi, hein, Ananda Devi, Feminism, Narration and Polyphony, de Ritu Tyagi. Ça date, c'est un petit peu plus ancien que l'autre, je crois. 2013, bon, ça va. Et voilà. Et enfin, un livre que je n'avais pas acheté à l'époque où il est sorti en 2000 et qui est plus très facile à trouver. Une traduction d'un roman postcolonial de David Dabadine. Alors David Dabadine, c'est un romancier guyanais, du Guyana, du British Guyana. Et il se trouve qu'Ananda Devi, au moment où elle a fait paraître Moelle interdite aux éditions d'Aper, et c'est comme ça que j'ai découvert son œuvre il y a 25 ans, elle a publié cette traduction, c'est elle qui a traduit ce roman de David Dabadine, Terre maudite. Le titre anglais original étant The Counting House. Voilà, donc là c'est pour le projet Ananda Devi. Eh bien on est arrivé au bout de cette vidéo Books I Borrow numéro 11. Peut-être que la prochaine ne sera pas dans 2 ans et demi, mais peut-être que si. Bonne journée.